Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, bienvenue à cette table ronde organisée par Femmes et Traditions, ayant pour thème maternage et tradition entre mémoire collective et identité maternelle des afrodescendantes. Alors, cette activité, elle est inscrite dans la programmation du Mois de l'Histoire des Noirs de Montréal, donc dans sa 30e édition, et elle est également inscrite dans celle de la table de concertation du Mois de l'Histoire des Noirs de Québec. C'est un mois, on le sait, qui a pour but de présenter des programmations au niveau culturel et intellectuel pour montrer la richesse des communautés noires montréalaises et québécoises, mais c'est également l'occasion de découvrir et de comprendre les enjeux qui se jouent aujourd'hui dans nos communautés. Alors, avant de débuter, nous allons, enfin, c'est notre coutume chez Femmes et Traditions de remercier nos ancêtres de nous permettre d'être là aujourd'hui et de nous unir. Et j'aimerais aussi poursuivre par faire reconnaître que Femmes et Traditions est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Et nous reconnaissons la nation Ngaé comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter nos panélistes. Elle présente avec nous, dans l'ordre de mon écran, Dr Marie-Antoinette Séjean. Elle est en direct avec nous de Paris. Elle est médecin énergétique et nutritionniste. Elle est depuis 2000 présidente d'une association qui s'appelle Nutri Créole et santé et aliments de la terre, qui a pour but d'encourager la cuisine traditionnelle et une saine habitude alimentaire dans la consommation des produits du terroir. Elle a plusieurs ouvrages publiés, notamment un qui est le plus connu, qui s'intitule Messe, un régime créole, qui a été édité en 1999 sur la diététique des contrées créoles. Et c'est un livre qui relate un petit peu toutes les recettes traditionnelles au niveau des produits du terroir. Je vous invite, si vous avez l'occasion, d'aller l'acheter parce qu'il est accessible en ligne. Je vais poursuivre les présentations avec Lumilia Olga Joseph qui est avec nous en direct d'Haïti. Alors, Lumilia, elle a vécu plusieurs années aux États-Unis, même ici à Montréal, à Ottawa. Elle a fait un retour en Haïti depuis quelques années. Elle s'est établie en section rurale du sud-est d'Haïti. C'est une femme très engagée pour la justice et pour le bien-être social. Elle accompagne les jeunes et les femmes dans des projets qui valorisent leur savoir-faire et leur savoir-être. Elle est très sensible à l'importance de la vulgarisation des connaissances et de l'éducation, puisqu'elle enseigne bénévolement dans certaines écoles. Elle fait du théâtre avec les jeunes. Elle participe activement dans tout ce qui concerne le développement de la zone. De plus, elle subventionne à travers les aides des enfants et organise des cliniques médicales en offrant des opérations chirurgicales gratuites dans le cas des cataractes aiguës. Merci, Olga, de ta présence. Alors, notre prochaine panéliste est Ornella Cindy Eboko, qui est en direct avec nous de Londres. Elle est fondatrice de la chaîne Frika Kids TV, une chaîne web qui produit des courts et longs métrages d'animation et promeut des valeurs africaines via le numérique. Pour elle, c'est important d'offrir aux enfants un monde magique au rythme des traditions en leur faisant découvrir de belles tranches de vie des héros africains. Elle est diplômée en économie des affaires de l'Université de Bangor au Pays de Galles et construit dans une espérance commune les conditions d'épanouissement moral et intellectuel des enfants. Donc, sa motivation, vous l'avez compris, c'est aider les enfants des communautés noires à se débarrasser des préjugés et de leur arrière-goût. Pour terminer, nous accueillons notre dernière panéliste qui est Ariane Métellus, qui est ici à Montréal. Ariane, elle est entrepreneure sociale, elle est consultante conférencière, accompagnante à la naissance. Elle est aussi étudiante au baccalauréat en sociologie de l'Université de l'UQAM. Ariane a plusieurs cordes à son arc. Elle est présidente du regroupement Naissance Respectée. Elle est membre du conseil d'administration de l'association Vivre sans fibrome. Elle siège aussi sur un comité consultatif et elle est coordonnatrice régionale du recrutement de Respect Study. Elle est aussi très sensible
pour informer, accompagner les femmes dans leurs droits, notamment lors des enjeux qu'elles pourraient rencontrer en milieu médical, au niveau de leur grossesse, au niveau aussi de leur santé sexuelle, tout simplement, leur santé sexuelle et reproductive, et dans la périnalité des femmes les plus marginalisées, notamment les femmes noires. Alors, mesdames, un grand merci pour votre participation à cette table ronde. Je rappelle pour ceux qui nous suivent que cette table a pour but d'interroger les différences culturelles dans la maternité en se référant au maternage et l'universalisme du lien de la mère à l'enfant à travers la diversité des pratiques et des rites de certains soins qui sont faits à la future maman et au nouveau-né. Il va s'agir de là de mettre en fait en évidence les dilemmes de valeurs, les dilemmes de loyauté, de croyances et de traditions qui sont à une culture d'origine par la femme noire, à la culture de son pays d'accueil. Puis on va quand même essayer de montrer est-ce que le contexte de l'acculturation modifie le comportement de la mère africaine et afrodescendante concernant l'éducation et les soins des enfants et quelles sont les pratiques qui résistent à l'immigration. Donc, il existe plusieurs définitions sur le maternage. Il y en a une que j'ai trouvée qui m'a beaucoup parlé, qui dit que les pratiques de maternage se révèlent à être des techniques qui se transmettent de façon traditionnelle propre à chaque société. Le maternage a pour but d'assurer aux nourrissons les soins et la protection nécessaires à sa survie. Et c'est comme si on pourrait dire que chaque société a développé ces techniques en fonction des croyances qui lui sont propres et des peurs qui en résultent. J'aimerais vous entendre sur cette définition. Est-ce que vous avez souhaité, vous allez me dire chacune de vous si vous avez envie, hein, souhaiter lors de votre grossesse, vous avez expérimenté déjà la maternité, lors de votre grossesse ou à la naissance de votre enfant, est-ce que les soins et les rites en usage de votre pays d'origine, vous l'avez souhaité en ce qui concerne le maternage? J'aimerais bien commencer avec le docteur Séjean là-dessus. Alors, est-ce que j'ai souhaité ces rites? Alors, j'ai eu la chance d'accoucher de ma première fille. En fait, j'étais à la Martinique, donc c'était formidable, puisque j'étais à l'époque interne et en gynécologie d'ailleurs. Et ça a été extraordinaire parce que avec cet accouchement, je suis passée directement. J'avais l'impression d'être prise dans une gynécée avec beaucoup de femmes autour de moi. Et quand j'ai accouché, je n'étais plus du tout médecin. C'était fini. J'étais juste une femme qui venait d'accoucher et ça, j'ai trouvé ça formidable. Et j'ai été prise dans cette enveloppée, vous voyez, même déjà au moment d'arriver, quand je suis arrivée pour accoucher, je n'étais plus médecin, j'étais juste une femme qui était accueillie par d'autres femmes et pour cette naissance d'enfants et pour moi c'était vraiment très important et j'ai vécu ce moment-là de manière extrêmement douce et très agréable. Après, ça a été différent lorsque j'ai accouché de mes deux enfants ici en région parisienne, ça n'a pas été la même chose et j'ai vraiment senti la différence. Mais est-ce que, docteur Séjean, il y a eu des soins, des rites qui ont été, que tu as eu l'occasion de pratiquer justement lors de ces grossesses-là ou de ces accouchements-là après la naissance? Alors, ce qui s'est passé, c'est que avant, moi, ce que j'avais surtout beaucoup retenu et que j'ai aussi transmis à mes filles, c'était le fait de s'attacher le ventre. Et parce que pour nous, je ne sais pas pour vous, mesdames, si c'était important, mais pour nous, c'était vraiment important de sentir qu'on portait quelque chose, voilà. Et puis aussi d'accepter d'être accompagnée par d'autres femmes qui pouvaient me donner des conseils. Alors, c'est peut-être parfois un petit peu au moment d'accoucher aussi, quand j'ai eu beaucoup, au moment d'être enceinte, j'ai eu énormément de nausées et j'ai aussi cet accompagnement avec des tisanes de chez nous. Donc, pour que je ne puisse pas avoir de nausées, par exemple. Et ça m'avait été bénéfique quand j'étais en Martinique. Donc moi, ce que je retiens surtout, c'est effectivement c'est tout c'était ces tisanes par rapport aux maux de la grossesse.
Et puis aussi au fait que de s'attacher le ventre et de faire aussi attention à ce que manger et de faire aussi attention à être calme pendant la grossesse. Et moi, je me rappelle, j'avais une tante qui était obsédée, qui disait qu'il ne fallait pas avoir peur. Et ça, j'avais trouvé ça, et c'est longtemps après, puisqu'en tant que médecin, avec les neurosciences, que j'ai compris qu'effectivement, que lorsqu'on a peur, on décharge de l'adrénaline et que ça peut avoir un retentissement sur le fœtus. Mais elle ne le savait pas, mais elle me disait de regarder de belles images et d'être au calme. Elle m'ordonnait de regarder, de feuilleter des journaux avec de belles images parce que c'était très important que je sois au calme pendant la grossesse. Et ça, j'avais trouvé ça, alors je ne sais pas si c'est typique de chez nous, mais j'ai trouvé que c'était quelque chose que je n'ai pas ressenti quand je suis arrivée ici à Paris. Ok. Alors, Ludmilla, toi, tu es en milieu rural, tu as eu l'occasion d'avoir de veiller sur certaines femmes enceintes où tu vois un petit peu comment ça fonctionne dans la zone. Est-ce que pour toi, c'est important de respecter ou de poursuivre la pratique des rituels et des croyances traditionnelles liées au maternage? Bon, d'abord, je suis actuellement en milieu rural, mais j'ai grandi et vécu à Port-au-Prince. Et j'ai eu mes enfants à Port-au-Prince, mais la tradition avait été respectée puisque je me rappelle bien, on avait de ces bains de feuilles de papaye qu'on me donnait là quand j'arrivais dans mon 8e mois. Et on disait que c'était bon, ça vous relâchait les muscles. Et pendant une semaine à mon 9e mois, juste avant la date prévue, on me donnait du thé de feuilles d'écorce de pistache. Et ça aidait à la dilatation et des muscles. Donc, oui, j'ai grandi là-dedans. Maintenant que je suis en milieu rural, je retrouve tout ça. Et en milieu rural, nous avons surtout les sages-femmes, puisque là où je suis, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de dispensaire. Donc, ce sont les sages-femmes qui font les accouchements. Et on respecte tout cela. Et là, je retrouve encore le thé d'écorce de pistache. Et au lieu de la papaye, je vois qu'on prend plutôt le médecin, c'est une autre feuille à la montagne. Elles ont aussi leur procédé et qui se ramènent certainement à des techniques qui sont là depuis le début de notre société ici, puisque il faut pas oublier que la société haïtienne est basée sur la venue chez nous de presque une trentaine de tribus africaines et qui ont apporté leur part en feuilles, en médecine et rurale, médecine traditionnelle, et qui se sont ajoutés à ce que nous ont légué les Indiens, puisque la terre est d'abord indienne, taïno. Et on a beaucoup respecté et on respecte encore dans les milieux ruraux et ces techniques-là et chaque secteur, chaque section et avec ses techniques propres, oui. Mais en ce qui me concerne moi-même, j'ai eu des grossesses faciles, des accouchements faciles et je retenais presque mes enfants qui sortaient avant même qu'on m'emmène dans les salles d'hôpitaux, dans les salles de maternité. Donc, je n'ai pas eu de problème. Est-ce à cause de cette thé et de ces bains qu'on me donnait? Peut-être, certainement, j'y crois. Et parce que médicalement, on sait que la papaye a ses effets favorables à la dilatation et à ce genre de choses. Et il y a aussi la feuille de pistache qui vous facilite le passage de l'enfant.
Donc, j'y crois et je continue, moi, à les faire pratiquer là où je suis. Merci beaucoup, Ornella, pour ces partages. Alors, c'est des pratiques que tu observes et que tu as eu l'occasion toi-même d'expérimenter. Qu'en est-il pour toi, Cindy? Tu es à Londres. Alors, est-ce que tu as eu à faire des pratiques traditionnelles ou pas? Eh bien, moi, pas beaucoup. J'ai eu à pratiquer quelques conseils de mes grands-parents, notamment sur ce que je dois manger, ce que je ne dois pas manger. Mais je pense que si j'avais accouché en Afrique, au Cameroun, j'aurais eu droit à beaucoup plus de rites et traditions. Bon, maintenant, ça dépend desquels, parce qu'il y en a bon, désolé, âme sensible, mais qui sont un peu farfelus des fois. Et d'autres qui sont vraiment, je pense, il faut y croire, c'est important. Moi, pendant ma grossesse, tout ce que j'ai eu à faire, c'était prendre certaines potions parce que ma fille était overdue. Elle avait déjà mis long, ça date de je sais pas comment on dit en français. Exactement. Était déjà dépassé. Donc, mes grands-parents me disaient, vas-y, mélange ci, ça, et tu bois, ça va accélérer. Et puis, après l'accouchement aussi, on m'a beaucoup massé le ventre et attaché le ventre. C'est pour ça quand le docteur parlait tout à l'heure d'attacher le ventre, moi, je pensais qu'elle parlait d'après l'accouchement. Parce que même avant. Pendant, je savais pas, mais après, oui, parce que ça te permet voilà, on dit, ça fait sortir les impuretés, les saletés et tout ça. Après, on me tapait aussi le ventre. J'ai une amie qui est venue pour m'assister, parce qu'on est de la même tribu. Elle est venue de l'Allemagne pour m'assister, et puis des fois, elle me massait le ventre, elle tapait le ventre avec une serviette chaude, et puis après, elle attachait pour faire ressortir les impuretés. Mais sinon, après, il y a d'autres coutumes chez moi, par exemple, qui demandent aux parents de manger un peu de terre pendant la grossesse. Ça fait en sorte que l'enfant sera beaucoup plus attaché à sa terre natale, sa terre d'origine, quand l'enfant partira. Mais moi, ma maman ayant accouché en Allemagne, parce que moi je suis née en Allemagne, elle n'a pas mangé de terre, mais c'est pas pour autant que je suis pas attachée à ma terre d'origine. Donc c'est pour ça que je disais, il y en a vraiment qui aident, qui sont très nécessaires et très importantes, mais d'autres aussi, on peut s'en passer. Alors, je vais me tourner maintenant avec Ariane. Quels sont tes commentaires par rapport à cette question? Ben, en fait, moi, j'ai pas été. Je pense pas que j'ai pas eu beaucoup de pratiques traditionnelles pendant mes grossesses, mes accouchements. Je pense que c'est anecdotique, comme par exemple, ne mange pas ci, mange pas ça. Par rapport, ces gens qui disaient il fallait pas avoir peur. Moi, c'est toujours, il faut pas avoir de choc. Oui, c'est ça. Ah oui. Il faut pas qu'il y ait de choc émotif. J'ai entendu certaines choses, mais il y a beaucoup de choses que j'ai pas pratiquées. Comme par exemple, en Haïti, on dit marée-vente. Donc, oui, oui, et il y a ce qu'on appelle l'araignée en Haïti. Voilà. Qui est un morceau de tissu là qui a des branches comme une araignée. Et puis, après l'avoir accouché, on vous serre le ventre avec ça et des épingles de couche. Et c'est vraiment, on vous aplatit le ventre et il faut le faire pendant un mois. Je l'ai fait pendant un mois. Exactement, les 40 jours. Vas-y. Voilà. Et puis, il y a aussi le steaming, la vapeur qu'on appelle, que j'ai pas encore fait. Peut-être que je ferai. Je pense pas qu'il soit trop tard parce que bébé a 7 semaines. Mais oui, voilà. Donc, moi, il y a beaucoup de choses dont j'ai entendu parler, mais que j'ai pas pratiqué. Puis c'est parce que, je pense en partie, c'est parce que ce ne sont pas des choses qui étaient pratiquées que ma mère a vécu ou ma grand-mère, même il faudrait que je me renseigne par rapport à ma grand-mère. Mais donc, je pense qu'aussi, par rapport à ces traditions, on se fie aussi à la transmission intergénérationnelle et générationnelle. Donc, il y a des choses qui se perdent, il y a des choses qui
qui se transmettent, mais pour ma part, non, j'ai pas vraiment fait de ces rituels. Une des choses que j'aurais voulu faire, par exemple, c'est conserver mon placenta. Je savais pas ce que je voulais en faire encore. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, mais malheureusement, il y a eu comme un blocage au niveau administratif à l'hôpital qui fait que j'ai pas pu avoir mon placenta, mais ça aurait été quelque chose que j'aurais vraiment voulu essayer. Alors, merci beaucoup, mesdames, pour vos commentaires. On a fait un petit peu l'état des lieux auprès de vous pour savoir quelle importance que vous accordez à la pratique des rituels et des croyances traditionnelles. Je remarque que vous en avez pratiqué quand même, puisque vous avez partagé beaucoup des actions faites comme des bains de feuillage, des tisanes, le marée du ventre, la tâche du ventre. Donc, ça montre qu'il y a quand même eu des actions que vous avez menées. Croire ou pas croire, comme disait Ornella, c'est pas ça la question, mais c'est surtout que on dit qu'il faut faire comme ça et on fait comme ça. Maintenant, moi, ce que je remarque, c'est qu'effectivement, au niveau du maternage, dans les grandes métropoles, on sent qu'il y a une différence de ce qui existe dans nos sociétés africaines ou afro-caribéennes. On observe, il parle même qu'il existe un maternage de type distancial dans les villes, les grandes villes. Donc, un maternage où on va avoir une prédominance de l'allaitement artificiel ou bien l'utilisation de matériel de puériculture comme les poussettes, comme les porte-bébés. On va amener la maman à avoir moins, on va un peu la déposséder de son instinct maternel. On va avec des conseils très rigides qu'elle doit respecter. Il y aura peut-être une certaine distance entre la maman et l'enfant dans les heures de l'alimentation, l'heure des biberons par exemple. Laisser l'enfant pleurer et l'accouchement qui est très souvent médicalisé, terrorisé par le système médical. Et au niveau des sociétés africaines ou afro-caribéennes, on aura un maternage qui sera plus proximal, un maternage où on va beaucoup encourager l'accouchement naturel, l'allaitement maternel, le portage au dos. Voilà. Donc, j'aimerais savoir, et je vais m'adresser à Ariane, tu es maman de 5 enfants, ton dernier va avoir 7 semaines, c'est ça? Tu as ressenti le besoin de vivre un maternage proximal, on s'entend, notamment pour tes accouchements. Quelle place qui t'a été accordée par rapport aux professionnels de la santé? Ben, moi, ce que je peux dire, c'est que oui, j'ai voulu avoir des accouchements naturels, physiologiques et naturels, ça c'est clair. Malheureusement, pour moi, c'est malheureusement, j'ai eu des césariennes. Je pense que même dans la préparation, donc je savais pas encore que l'accompagnement à la naissance des doulas existait pour mon premier et ma deuxième. Donc, je pense qu'il y a un certain accompagnement que j'ai pas eu qui aurait pu être, qui aurait été bénéfique dans mon cas. Je pense que il y a une certaine préparation qui a fait que j'ai pas eu accès ou bien j'ai pas eu l'accouchement que j'aurais voulu avoir, les accouchements que j'aurais voulu avoir. Au niveau des traditions, des rituels, je pense que c'est vraiment à la dernière, finalement, que vraiment c'est venu, puis que j'aurais voulu pratiquer certaines choses, notamment ravoir mon placenta pour pouvoir le planter, pour pouvoir faire pas imprimer, mais oui, imprimer, faire voyons, excusez-moi, le mot m'échappe. Le dessin du placenta. Bref, ça va me revenir. L'empreinte. L'empreinte, voilà. Et pour la voir, puis je pense que ça, il y a une réglementation depuis 2017, si je ne m'abuse, qui nous permet de récupérer le placenta. Mais c'est pas tous les hôpitaux qui facilitent la chose.
Donc, pour moi, c'est ça. Ça a été compliqué. L'obstétricienne était d'accord pour que j'ai le placenta, pour que je récupère mon placenta. Mais entre-temps, il y a eu quelque chose qui fait qu'on est venu me faire signer un papier, mais après l'opération. Donc, j'étais dans les VAP encore. Pour vous dire la vérité, je me souviens pas trop ce que j'ai signé. Je sais juste qu'on est venu me dire que, finalement, on t'appellera pour venir récupérer le placenta. J'ai pas encore reçu cet appel, puis ça fait 7 semaines. Donc, au niveau médical, tu sais, je pense que les professionnels de la santé, je pense que ça dépend d'un hôpital à un autre. Je pense que l'obstétricienne était super attentionnée, elle était très ouverte à ce que je reparte avec mon placenta, mais bon, pour des raisons que j'ignore encore, j'ai pas fouillé, j'ai pas eu mon placenta. Donc, je pense que ça dépend des équipes, puis ça dépend des gens qui nous soignent en milieu hospitalier. Je pense qu'il y a des gens qui sont ouverts et qui respectent les rites et rituels et traditions des personnes qui viennent accoucher. Il y en a d'autres qui comprennent pas. Je pense que c'est une incompréhension. Puis des fois, ça demande plus de paperasse ou plus de travail, peut-être pour eux. Peut-être c'est une question administrative aussi. Donc voilà, je pense que ça dépend des gens sur qui on tombe là. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que Ludmilla, en Haïti, dans la zone où tu es, comment est organisé le maternage? Est-ce que tu as entendu ma question, Ludmilla? Alors, je vais peut-être passer avec Cindy en attendant. Cindy, comment le maternage s'est passé pour toi? Est-ce que tu l'as vécu plus comme étant distancial ou plutôt proximal? Proximal. Ok. Tu n'as pas entendu? Qui, c'est moi? Non, je pense que c'est Ludmilla qui a un petit souci au niveau du volume. On y va toujours avec toi, Cindy. Après, on va revenir à... Proximal, je l'ai vécu très proximal, malgré le fait que on me l'a pas proposé ainsi. Je me souviens quand j'ai reçu la liste des outils des choses que je devais acheter, je voyais des objets comme le tire-lait, voilà, exactement. Exactement. Et je me suis posé la question, c'est pourquoi, en fait? C'est pourquoi je vais allaiter, quoi. Et je me souviens aussi que quelques jours avant mon accouchement, on m'a demandé si je voulais allaiter. Mais pour moi, en fait, je savais pas que c'était une question qui se posait. Pour moi, c'est naturel, c'est normal. Si tu accouches, sauf si tu as des soucis de santé, pour moi, c'est normal d'allaiter son enfant pour créer justement ce lien. Donc, à part ça, non, moi, j'ai voulu vivre les choses de façon plus traditionnelle, comme je les ai toujours vues en Afrique. Pour moi, c'est ce qui est normal. Donc maintenant, quand on m'a proposé on m'a dit, quand mon enfant est né, je pouvais aller lui donner le biberon, j'ai dit non. Je vais continuer à lui donner le lait maternel. À part ça, non, tout s'est passé je suis très proche de ma fille jusqu'à présent et j'ai même encore honte de le dire, je dors avec elle sur le même lit, sur le même lit. Mais voilà quoi. Par contre, il y a l'usage de la webcam qu'on nous recommande aussi ici, mais qu'on n'a pas forcément en Afrique en général. L'utilisation de la webcam pour avoir un œil sur l'enfant. Moi, particulièrement, je trouve ça utile, c'est utile, c'est un bon accessoire. Mais d'autres personnes m'ont dit que ça me déconnecte un peu de l'instinct maternel, de si l'enfant ne va pas bien. Normalement, en Afrique, apparemment, les mamans, elles peuvent le ressentir sans avoir forcément une webcam. Mais quand on a déjà une webcam, bon, des personnes plus âgées que moi, bien sûr, m'ont fait comprendre que ça déconnecte un peu certains liens avec l'enfant. Donc, je l'ai utilisé.
Je n'ai pas senti que ça m'a déconnecté de ma fille, mais voilà. Sinon, mon maternage était très un maternage de proximité. Proximal. OK, proximité. Proximal, exact. Est-ce que l'Olga, tu nous entends? Non, j'ai l'impression que ça passe pas pour Olga. Oui, moi, ça va, je suis là. Ah, OK. Alors, la question que j'avais à te poser, comment, comme toi, tu es dans la zone rurale en Haïti, comment est organisé le maternage de ton côté? Est-ce que c'est proximal? Est-ce que, je pense que ça va être plus proximal, mais comment c'est organisé? Simplement, nous sommes loin. Et il faut te dire que là où je suis, nous sommes hors de toute civilisation. Donc, on est encore à l'âge de la pierre, et un petit peu plus avancé que cela. Et oui, quand les femmes sont enceintes, elles se font voir par la sage-femme, elles prennent leur thé, elles s'occupent de leur alimentation. Avec une différence, et on a avancé un petit peu, la proximité de Jacmel fait que elles vont à Jacmel accoucher. Et celles qui le peuvent, mais la majorité reste en Espagne et se font accoucher par les sages-femmes avec les techniques archaïques et les techniques traditionnelles des feuilles et tout. Et il n'y a vraiment pas de grand-chose à dire parce que les choses sont encore au stade naturel, au stade il n'y a pas encore la médecine moderne et même pas la médecine, la simple médecine. On est encore à la médecine traditionnelle là. Tu nous disais récemment que tu as eu l'occasion d'accoucher toi-même, mais de donner naissance à un enfant. Oui, c'est ma voisine. Et j'ai suivi un peu sa grossesse et elle m'apportait toutes les prescriptions qu'on lui donnait. Il y en a que je trouvais qui étaient inutiles. Donc, je lui ai dit qu'une femme enceinte ne prend pas trop de médicaments. Donc, tu prends des vitamines et puis tu manges bien et ça ira. Elle m'a suivi. Et quand elle devait accoucher, et elle avait la sage-femme quand je suis arrivée dans sa chambre. Et le monde entier, presque le village, était dans sa chambre. Donc, j'ai foutu tout le monde dehors pour leur dire de lui laisser l'espace pour qu'elle puisse, pour qu'elle puisse respirer. Et donc, tout le monde est sorti. J'ai gardé la sage-femme, le mari et la mère. Et puis, je lui ai appris à marcher, je lui ai appris à respirer, je lui ai appris à se concentrer. Et je lui ai dit qu'elle n'était pas, quand j'ai touché, j'ai fait les attouchements, j'ai vu qu'elle n'était pas prête pour l'accouchement. Donc, je suis rentrée chez moi. Et il était peut-être 4 heures du matin quand j'ai entendu encore des cris. C'était bien des cris maintenant, sérieux. Et je suis retournée et je l'ai trouvée en plein travail. Mais elle avait des difficultés à pousser. Donc, elle poussait et elle rentrait. Elle poussait et elle rentrait. Et la tête de l'enfant était un petit peu, pour moi, en danger. Donc, j'ai dû rentrer dans ce que j'avais dans son âme. Et je lui ai dit, écoute, c'est un enfant qui veut sortir, tu le mets dehors, sinon tu le tues. Donc, tu le pousse-le et sors-le. Tu le chasses de chez toi. Et puis, elle a ri, et ça a été la première sortie. Elle l'a rentrée encore, je lui ai dit, ça, tu ne le fais pas. Tu pousses, tu respires, tu pousses, et elle a suivi, et finalement, elle a eu le bébé. La tête était déjà un petit peu tuméfiée quand l'enfant est sorti. Mais heureusement, tout s'est bien passé. On lui a coupé l'ombilic. Et chez nous, le cordon ombilical, quand ça tombe, nous le plantons. On le met et on plante un arbre dessus. Donc, cet arbre est l'arbre qui grandit tout autant que l'enfant grandit. Et cette coutume a été respectée par elle. Et là, c'est un enfant, j'étais juste avec avant de venir, qui a 1 an et 3 mois. Et il va bien. Alors, Lunilia, tu n'as
tu n'as pas de formation médicale, tu n'es pas médecin, tu n'es pas gynécologue, tu n'es pas obstétricienne, mais tu as eu cette facilité, on va dire ça comme ça. C'est parce que c'est au niveau du respect justement des rites traditionnels que tu t'es approprié qui t'ont aidé? Aussi, parce que à mon époque, quand j'étais enceinte de mon premier bébé, on avait un cours qu'on suivait. Le gynécologue vous envoyait au 7e mois et dans quelque part où on nous forme. On nous apprend ce qui se passe, on nous apprend ce qui se passe à l'intérieur, on nous explique qu'au 7e mois, l'enfant se retourne et se met la tête en bas. Et puis, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, comment respirer et tout. Donc, ça m'a servi aussi pendant ma deuxième couche et ça m'a servi aussi dans le cas de cette femme. Parfait. Alors, docteur, on ne fait plus ça. Oui. Je ne sais pas si on fait ça encore, mais autrefois, on avait des cours qui préparaient les jeunes accouchés, surtout quand ce sont les premiers bébés. Il en existe, mais c'est pas la même pédagogie qui est transmise, surtout dans les grandes villes. Ça va pas être la même approche. Alors, docteur Séjean, concernant le maternage toujours, puisqu'on a vu qu'il y a un maternage proximal et un maternage distancial, dans ta fonction en tant que nutritionniste, j'aimerais t'entendre justement l'alimentation, tes commentaires sur l'alimentation dans le cadre des deux types de maternage. Est-ce qu'il y a un changement au niveau de l'alimentation de la femme? Oui, oui. Je pense qu'il n'y a pas véritablement de changement d'alimentation au niveau de la femme. Je crois qu'en fait, peut-être que les personnes qui font un maternage plus proximal auront déjà tendance à vouloir avoir une plus grande proximité déjà avec elles-mêmes. Donc, ça veut dire que ce sont des femmes qui souvent vont manger des choses beaucoup plus naturelles. Et ce que je voulais dire, c'était peut-être qu'à mon époque, puisque je suis un petit peu plus âgée que vous, moi j'ai une 60aine d'années, et à mon époque, l'accouchement était quand même assez médicalisé, alors que je vois que par exemple, j'ai eu une péridurale à la Martinique, on m'a fait une péridurale, etc. Tout de suite, on m'a pas demandé si je voulais accoucher normalement, on m'a tout de suite mis la péridurale, c'était assez médicalisé. Et je pense que par contre, aujourd'hui, même mes filles, moi j'ai une de mes filles qui est en Hollande, eh bien, elle, c'est plus naturel. Par exemple, en Hollande, on ne fait pas de péridurale et les mamans vont dans des maisons d'accouchement et elles rentrent à la maison le jour de l'accouchement. Elles rentrent chez elles directement 3 heures après l'accouchement. S'il n'y a pas d'hémorragie, s'il n'y a rien, on peut les envoyer directement à la maison. Et ma fille, elle, avait accouché à 8 heures. Elle est rentrée à 15 heures parce que son bébé a un tout petit peu souffert à la naissance. Donc, on a mis l'enfant en observation. Mais le jour même, elle est rentrée. Et je trouve que c'était vraiment une bonne chose. Et les mamans sont à la maison. Les sages-femmes viennent faire les examens à la maison. Il y a une infirmière qui vient à la maison, qui prépare même le petit déjeuner, tout ça. En Hollande, c'est comme ça que ça se passe. Ça coûte moins cher parce qu'il n'y a pas les gens qui restent en maternité, c'est vraiment les personnes qui ont des problèmes. Et là-bas, du coup, pour que vous puissiez sortir, bah forcément, il n'y a pas de péridurale. Les femmes sont accompagnées avec des chiropracteurs, avec des ostéopathes, justement pour ouvrir le bassin, etc. Alors, vous voyez, à la limite, ma fille a accouché dans ce pays qui est pourtant un pays nordique, de manière plus proche de ce qu'on fait chez nous, aux Antilles, que moi qui ai accouché avec beaucoup d'appareils, de choses comme ça. C'était vraiment extraordinaire. Donc, ça veut dire que je pense qu'en fait, cette espèce de proximité avec l'enfant et mes 2 filles, par exemple, ce que je n'ai pas fait parce que j'étais vraiment, peut-être en tant que médecin dans cette distanciation,
eh bien, elles ont dormi avec leur enfant à la naissance et elles ont gardé les enfants avec des cododos, ça s'appelle comme ça, où on met le bébé à côté de nous. Moi, je ne connaissais même pas ce truc-là et je trouvais que c'était bien. Donc, je pense que peut-être que ces femmes-là aujourd'hui, et y compris dans mes patientes, celles qui sont plus proches de la manière naturelle, ce sont celles qui vont me demander le plus de conseils pour manger naturellement, pour avoir des instructions simples, euh, pour pouvoir reprendre la vie normalement. Alors que je pense que celles qui sont plus dans la junk food, etc., elles vont peut-être plus accepter, subir, alors que les autres, elles vont plus demander. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment personnel. Mais j'ai l'impression vraiment que le fait qu'on soit près de son enfant, on a aussi envie d'être près de soi. C'est ce que je ressens. Alors maintenant, j'aimerais vous entendre sur cette question, puisque là, vous l'avez partagé déjà en disant comment vous vous sentez concerné par la question des rituels et des croyances traditionnelles dans le cadre du maternage. Selon vous, est-ce que maintenant la femme africaine ou la femme afro-descendante, elle accorde justement de l'importance à ça? Qui voudrait se prononcer là-dessus? Vas-y, Ariane. Ouais. Ce que je remarque, en fait, c'est qu'il y a un retour, si on veut. Je pense que les gens s'intéressent de plus en plus à leurs racines, s'intéressent de plus en plus aux rites, aux traditions du pays d'origine. Puis je dis du pays d'origine parce que ici, on est à Montréal. Ça, c'est ce que je remarque. Est-ce qu'on accorde plus d'importance? Je peux pas donner de chiffres, je peux pas dire oui, la majorité, mais ce que je remarque, c'est vraiment, il y a cette volonté, en tout cas, d'apprendre puis de faire ce retour aux sources par rapport au maternage puis à la grossesse et à l'accouchement. Bon, moi, je dirais, le problème des pays qui se disent avancés, c'est que le modernisme a tendance à déshumaniser et à trop vouloir faire les choses parfaitement, on enlève la spontanéité, la chaleur, toutes les vibrations des parents. Moi, je me rappelle, mes 2 grossesses, j'ai eu ma belle-mère, mon mari et mon père étaient dans ma salle d'accouchement et m'aidait et me tenait la main. Et quand le bébé est sorti, ma belle-mère a tenu le bébé dans ses bras et lui a fait le signe, je ne sais pas ce qu'elle avait à lui faire. Et je crois que ce sont des choses qu'on a enlevées des hôpitaux dans les pays étrangers. On ne laisse pas rentrer les parents. Je ne sais pas si chez vous à Montréal, mais aux États-Unis très peu. On n'autorise pas les personnes à l'intérieur des salles. Quota pour ne pas apporter d'infection. Et là, je pense qu'il faut reconsidérer un petit peu les choses et essayer de trouver un juste milieu à ce traditionnel et ce modernisme. Il faut trouver quelque chose qui ne note pas complètement la chaleur de la famille et qui note pas totalement le côté humain des relations et entre cette femme et cet enfant. Moi, quand mon bébé est sorti, on me l'a mis sur mon ventre. On m'a permis à couper l'ombilic. Et c'était toute une... Le deuxième, c'était mon mari qui lui a coupé le cordon ombilical. Donc, ce sont des choses qui ne se font pas dans les grandes sociétés et qui, pour moi, ont leur valeur. Alors justement, j'aimerais que vous partagiez un petit peu la définition qu'on donne au sujet de ce qui est tradition. En sociologie, on dit qu'une tradition, c'est une coutume ou une habitude qui est mémorisée et transmise de génération en génération à l'origine sans besoin d'un système écrit.
on a l'impression, effectivement, dans plusieurs des pratiques que j'ai entendues de vous, il n'y a pas d'ouvrage, il n'y a pas de livre qui est écrit, qui dit qu'il faut boire telle tisane, il faut faire tel bain, il faut attacher le ventre de telle façon. On sent que c'est vraiment une transmission qui s'est faite et qui est mémorisée, hein, qui est transmise de génération en génération. Il y a une autre définition qui est donnée de dire que dans son sens absolu, la tradition est une mémoire et un projet. En un mot, une conscience collective, le souvenir de ce qui a été avec le devoir de le transmettre et de l'enrichir. Donc, on sent que ça devient quelque part tout le monde doit être, enfin, c'est collectif quelque part dans plusieurs de nos sociétés africaines et afro-caribéennes. C'est aussi, ça prend un sens collectif, comme c'est un devoir de transmettre. Maintenant, ce que j'aimerais vous entendre, c'est que par rapport à ces deux définitions et comprendre maintenant la situation du maternage, est-ce qu'on peut dire que quand une femme quitte son placenta culturel pour aller vivre dans une autre ville, dans une autre société, est-ce qu'on peut avoir un maternage qui se transforme dans sa situation d'immigrante, par exemple? Qui aimerait se prononcer là-dessus? J'avais fermé tous vos micros, vous m'excusez, parce qu'il y avait du bruit. Alors, si vous voulez prendre la parole, on est là, juste réouvrir le micro. Après, il y aura Docteur Séjean et pour l'instant, ça. Allez-y. Et moi, jusqu'à... Oh. Après, ça sera Olga et ensuite Ariane. On y va avec Ornella, oui. D'accord. Je pense que ta question, elle rejoint un peu la question précédente quand tu parlais du modernisme. Moi, je pense que tout dépend aussi des tranches d'âge. Parce que ce que moi je constate avec ma tranche d'âge, c'est que la femme africaine de mon âge confond modernisme et suivisme. On ne peut pas vraiment, on ne peut pas aveuglément suivre une culture qui s'est établie sur des références qui ne sont pas les nôtres. Il est important d'avoir nos propres références. Et comme moi, je vais dire maman Olga, parce qu'elle peut avoir l'âge de ma maman. Maman Olga disait tout à l'heure, il est important d'avoir ce juste milieu. Il faut avoir, comment je vais dire, il faut que la balance soit équilibrée, pouvoir garder nos traditions qui constituent notre identité, parce que c'est notre identité. On ne peut pas juste venir et suivre tout ce qui est dit ailleurs, parce que quand je dis eux, je parle des Occidentaux, tout ce qu'ils pratiquent, ce sont leurs traditions, c'est leur culture. Donc, on ne peut pas aveuglément venir suivre une culture qui n'est pas la nôtre. Ça veut dire qu'on perd notre identité. Donc, il faut trouver le juste milieu, pouvoir garder notre culture, nos traditions dans le maternage ou dans tout ce qu'on fait dans la vie et pouvoir s'adapter, prendre le bon côté des choses aussi dans cette nouvelle, la culture adoptive, si je peux dire ça comme ça, et avancer avec. Mais il est très, très important de ne pas confondre modernisme et suivisme et se retrouver perdu à en perdre sa propre identité et ses propres traditions. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y avait Docteur Saint-Jean qui voulait s'exprimer. Réouvre le micro, s'il te plaît. Et réouvre le micro est fermé. Alors, on va y aller avec Olga toujours. Là, c'est bon. Ça y est. D'accord. Et moi, je voulais dire que justement, j'avais vécu un petit peu en live d'accoucher de ma fille aînée aux Antilles et d'accoucher de deux derniers à Paris. Et vraiment, j'ai senti une grande différence. Et quelque part, je voulais dire aussi, faire ce témoignage peut-être qui m'avait beaucoup touchée, c'est que pendant que j'étais en train d'accoucher du troisième enfant, dans ma pièce, il y avait une dame juive qui était à côté de moi. C'était assez particulier parce qu'en fait, normalement, maintenant, on a des chambres individuelles en France, mais là, c'était une des dernières maternités où pratiquement il y avait 4 femmes dans la même chambre avec les bébés au milieu. C'était un peu le fouillis, hein, là où j'étais à Saint-Antoine. Et j'avais été très touchée de voir comment dans cette population juive, les rites
était très important. Très, très important. Et cette femme m'interdisait de boire le lait. Elle me dit, tu ne bois pas ça, c'est pas bon. Elle me donnait des amandes, mange des amandes, mange ci. Ça m'avait beaucoup aidé parce que j'étais seule. Ma mère était en académique et j'étais toute seule. Et cette femme qui n'était pas de ma coutume, mais elle m'avait beaucoup aidé parce que en me donnant des injonctions, fais comme ci, fais comme ça, fais ci, fais ça. Et c'est vraiment, je pense qu'on a besoin de ça quelque part. Donc, C'était un témoignage personnel. Ludmilla? Oui, bon, moi, ce que je remarque, l'haïtien a davantage tendance à mettre de côté ces traditions aussitôt qu'il se trouve sur terre étrangère. Je peux parler pour ceux de mon pays. Ce sont les seules familles qui ne laissent pas leurs enfants parler le créole. Et ceux des États-Unis, leurs enfants parlent anglais. Ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas créole. Et puis, on oublie tout ce qu'on avait appris et tout ce qui était familial et tout ce qui est typiquement haïtien. Et ils élèvent des petits Américains. Et moi, j'ai noté ça dans les familles haïtiennes de la diaspora. Et pour reprendre ce que vient de dire le docteur récemment, tout à l'heure, les Juifs, par exemple, ils gardent leurs coutumes. Les Latinos, les Dominicains, les Vénézuéliens, ils gardent leurs coutumes. Mais nous autres, nous avons tendance à nous plier complètement au mode de vie des pays où nous sommes. Ceci dit, j'ai une expérience que j'ai faite avec ma belle-fille. Mon fils a épousé une Italienne. Et elle me parle toujours des affaires que son médecin lui dit ici, son médecin lui dit là-bas. Elle le fait parce que je lui recommande, etc., etc. Et puis un beau jour, mon fils m'appelle en Haïti et me dit que l'enfant avait à peine un mois et que la femme ne donnait plus de lait. Je lui ai dit, eh bien, écoute, tu lui dis de faire des bouillons avec beaucoup de mirliton, de manger beaucoup de mirliton. Beaucoup de mirliton. Elle doit en prendre tout le temps. Et il avait des doutes qu'elle allait le faire, mais je crois que le désespoir, finalement, elle m'a écouté. Et elle a recommencé à allaiter, et elle a allaité pendant 12 mois. C'est génial. Ariane? Donc, ah, ok. Je pensais que tu avais terminé, Ludmilla. Vas-y. Oui, donc ceci c'est pour dire que il y a un rejet de cette tradition par les personnes elles-mêmes. Et même quand nos Africains, nos Haïtiens sont médecins, automatiquement ils abandonnent et ils refusent les remèdes de grand-mère. Je crois que le corona a remis en valeur certaines traditions médicinales, et c'est pour le mieux. J'espère que ça ira davantage et que les partages de connaissances maintenant se et ça ira mieux dans cette médecine traditionnelle. Ariane? C'est intéressant parce que ce que tu disais par rapport aux définitions et à la transmission, tu sais, j'ai eu cette réflexion-là parce que où sont les livres? Peut-être que j'ai pas assez cherché, mais où sont les livres qui nous informent, qui nous permettent justement de garder... Oui, voilà. Donc, qui nous permettent de garder ces traditions vivantes si jamais, par exemple, il n'y a pas cette transmission intergénérationnelle. Et j'ai remarqué aussi, justement, que dépendamment des origines, il y a certains peuples qui tiennent mordicus à leur tradition, peu importe où ils sont sur la planète, où ils se retrouvent sur la planète.
Et je trouve intéressant aussi que maintenant, ils se donnent des cours. J'ai pour exemple, un cours, je sais plus c'est quoi le nom, mais en tout cas, c'est pour apprendre aux accompagnantes ou à qui le veut bien, les traditions marocaines, par exemple, pour un postpartum avec les traditions marocaines. Donc, je trouve ça super. C'est particulier, mais en même temps, c'est intéressant de voir que il y a d'autres peuples, d'autres cultures qui, comment je pourrais dire ça, qui font de l'argent avec ces traditions pour que d'autres adoptent leurs traditions, tu vois? Et la majorité, beaucoup de personnes ont ce désir d'apprendre beaucoup sur les autres, d'aller comme, je sais pas moi, qu'est-ce qui était populaire? C'est, par exemple, le bouddhisme, le chamanisme, c'est populaire. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est devenu populaire. Donc, on abandonne nos coutumes. Déjà, on connaît même pas nos propres coutumes, puis on va adopter les coutumes, les traditions d'autres peuples. C'est super intéressant d'apprendre et de mélanger même s'il faut, mais je trouve ça particulier que, en tout cas pour moi, là, ici, je trouve particulier qu'on ne soit pas plus enraciné dans nos coutumes en ce qui a trait au maternage, à la grossesse et à l'accouchement. J'entends, tout à l'heure, Olga parlait au niveau de l'éducation. Oui, tu dis au niveau de l'éducation, Olga, qu'il y a ce travail d'éducation qui est fait au niveau des enfants qui naissent en dehors du pays et qui sont élevés par leur famille plutôt à l'image de la société dans laquelle ils vivent et non pas à l'image de la société d'origine de leurs parents. Est-ce que ça voudrait signifier que la migration pourrait éloigner les enfants de la terre de leurs ancêtres, s'il y a des faits? Certainement. Si c'est la dernière fois qu'on a eu notre causerie, j'avais recommandé. Et il faut que les mères, les jeunes mères, retournent dans les pays d'origine avec leurs enfants. Il faut qu'elles se rapprochent de leur mère, si leur mère existe toujours, de leur tante. Il faut chercher ce retour à la source, car sans identité, on n'est rien. On ne résistera pas à l'affluence de toutes ces vibrations négatives qui viennent de peu partout actuellement dans ce monde. La résistance doit se faire à partir de l'assurance de son identité, à partir de la quête de son identité. Et c'est ce qu'il faut faire. Et j'ajouterai aussi que nous avons ici, nous autres en Haïti, plusieurs livres. Mais le problème, c'est que ce sont la médecine traditionnelle et les traditions en Haïti et se charrient à travers le vaudou. Et les églises catholiques et protestantes font un matraquage de ce vaudou et détruisent un peu l'image de ce vaudou en présentant le vaudou comme une sorcellerie, ce qui n'est pas. Et ceci fait qu'il y a un rejet automatiquement de toutes ces traditions parce que elles sont liées, et d'après les églises, elles sont liées à de la sorcellerie. Et c'est ça que nous combattons nous autres. Nous avons des groupes de vaudouisants, des groupes de femmes mambo, des groupes à la quête de l'identité, à l'assurance de l'identité. Et nous avons des groupes WhatsApp où nous formons et où nous sommes à la disposition des questions de ceux qui nous joignent et pour leur permettre et les rassurer qu'il n'y a rien de sorcellerie en demandant à une femme, par exemple, de prendre des bains de vapeur avec le thym, par exemple.
de s'asseoir, de faire bouillir des paquets de thym, de s'asseoir dessus pour faire sortir toutes ces déchets qui nous restent, ces mauvais sangs et tout qui nous restent et après l'accouchement. Il n'y a rien de sorcellerie là-dedans. Il n'y a rien de sorcellerie à dire à une femme de prendre beaucoup de tisane de basilic après avoir accouché pour permettre l'élimination de ces déchets et pour pacifier l'intérieur et tous ces organes qui doivent reprendre leur place et qui ont été traumatisés au cours de la grossesse. Il n'y a rien de sorcellerie là-dedans. Donc, c'est ce travail-là que nous faisons nous autres et vaudouisans engagés, et nous avons plusieurs groupes et il y a plusieurs livres et sorti déjà sur cette problématique et que je recommande à celles qui s'intéresseraient à cela et de faire des recherches et de les retrouver et de s'intéresser à ça, celles qui s'intéressent et particulièrement les Haïtiennes. Moi, je trouve que de toute façon, par exemple, le thym, je suis phytothérapeute, hein, donc ça veut dire que j'ai vraiment passé des diplômes français en médecine des plantes. Et de toute façon, le thym, il a une action anti-inflammatoire et antibiotique. Et le basilic a de toute façon aussi une action détoxifiante. Donc, ce sont la phytothérapie, en fait, ça n'a rien à voir avec de la sorcellerie parce que ce sont des choses. Et moi, je suis une preuve vivante de la phytothérapie parce que quand j'étais plus jeune, je faisais de l'épilepsie. On m'avait dit que je n'aurais jamais le bac. Et c'est une dame de chez nous qui m'a soignée avec des prières et avec des bains et avec des tisanes parce que ma mère de Guerlas m'a emmenée chez une, comment on appelle ça, je sais pas comment on appelle ces dames-là, mais enfin bon, elle m'a emmenée chez cette personne qui m'a soignée parfaitement. Et vous voyez, je suis une preuve, une véritable preuve. Sinon, je n'aurais jamais eu mon bac, je ne serais jamais devenue médecin dans l'état dans lequel j'étais. Et je prenais les médicaments, ça ne me réussissait pas du tout. Donc moi, je crois qu'en fait, et tout à l'heure, Olga parlait, donc on sort un petit peu du sujet, mais c'est important, c'est juste pour parler de l'importance de cette médecine traditionnelle qui est très souvent malheureusement dévoyée. Et aujourd'hui, on en revient. D'ailleurs, il y a 2 jours, à Monsieur Henri Joseph, donc qui est docteur en pharmacie, a dit qu'il a déposé un brevet parce qu'il a trouvé quelque chose pour lutter contre le Covid et contre la multiplication intracellulaire du virus. Voilà. Et qui n'a rien à voir avec un vaccin. Il a déposé le brevet, je crois, pour l'herbe à pic, qui est une herbe, voilà, de la médecine traditionnelle des Antilles. Voilà. Et ça existe. Oui. Malheureusement, c'est très compliqué. C'est de la Guadeloupe, c'est ça? Oui, il est de la Guadeloupe, le docteur Henri Joseph. Alors justement, on est en train d'aborder les solutions, les solutions actuelles que Olga propose. Il y a déjà, on voit un travail qui se fait pour amener les jeunes mères, les femmes qui sont interpellées pour connaître les médecines, les pratiques traditionnelles ou bien la médecine traditionnelle au niveau des tisanes, au niveau des bains de siège, au niveau des massages. Donc, il y a déjà un travail qui se fait pour que celles qui ont la connaissance puissent transmettre à celles qui le souhaitent. Quelles seraient les autres solutions que vous voyez qu'on pourrait proposer par rapport à la façon dont il faudrait réintégrer nos pratiques traditionnelles dans le maternage? Moi, je pense qu'on a besoin de plus de conversations comme celle-ci. Merci, Sabine, d'avoir ouvert cet espace pour qu'on puisse en parler. Mais je pense, tu sais, déjà, plus de conversations, plus des ateliers, je pense que au sein des familles, on a besoin de ces conversations aussi. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres familles. Je trouve, moi, personnellement, qu'on ne parle pas assez de ces expériences-là. Que c'est un peu, bon, t'es enceinte, tu vas accoucher éventuellement, et voilà, tu sais, il n'y a pas assez de conversation en profondeur
sur les expériences de grossesse et d'accouchement. Puis des fois aussi, tu sais, moi, je m'en suis rendu compte parce que j'ai fouillé, parce que j'ai cherché, parce que j'ai voulu en parler. Mais j'ai compris beaucoup de choses par rapport à mes grossesses en entendant les histoires de ma mère, en entendant les histoires de ma grand-mère, tu sais. Donc, je pense que c'est important d'avoir ces conversations-là. Puis même en groupe de femmes, je pense que c'est important d'avoir ces discussions, d'échanger, même d'échanger justement sur les pratiques, sur ces coutumes, sur ces traditions. Tu sais, pour revenir un peu sur ce que Ludmila disait et sur ce que Dr. Sejan disait, ben, je pense que justement, peu importe nos croyances, je pense que malheureusement, justement, cette pratique de médecine feuille comme on l'appelle en Haïti, on démonise. Démoniser beaucoup, tandis qu'on parle juste de plantes puis de choses qui sont naturelles. Puis je pense que c'est une question d'intention. Maintenant, selon les croyances, je pense qu'il y a une intention qu'on met sur les plantes ou sur les feuilles, sur les herbes, mais à la base, c'est naturel. Donc, je pense que ça aussi, ça devrait revenir. Puis peut-être, pour des gens qui sont pas à l'aise avec certaines croyances, je pense que on devrait pouvoir en parler dans des espaces neutres, peut-être. Je sais pas, j'essaie de... On est dans les pistes de solutions. Ouais, voilà. Mais déjà d'en parler. Je pense que d'en parler, de créer ces espaces où on peut en parler, c'est super important. Puis c'est déjà une solution. Et pour toi, Ornella? Ok. Non, moi, mon avis, franchement, il rejoint celui d'Ariane et celui de Maman Olga, qui parlait du retour aux sources, déjà, qui est très important. Et pour ceux qui ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine, peut-être parce qu'ils n'ont plus de famille là-bas, justement, comme Ariane disait, avoir des discussions comme celle-ci. Pourquoi pas même des écoles, des écoles, c'est normal, mais aussi au niveau du personnel de santé, par exemple, dans les hôpitaux, il faudrait pas qu'ils servent leur culture comme une grille de lecture. C'est comme ça, c'est standard et c'est ce qu'il faut faire. Il faudrait que chacun puisse pouvoir se dire, ça se voit qu'on ne vient pas on n'a pas le même groupe technique. Alors, déjà pouvoir écouter ce que l'autre a à dire et essayer de juger si, lui donner la possibilité d'appliquer ce qu'il sait de sa propre culture. Donc, voilà. En parlant de culture, ça nous ramène à la question de l'acculturation, justement. On dit que l'acculturation, c'est généralement un ensemble de changements culturels qui résultent des contacts entre deux groupes opposés. Et donc, quand on arrive dans cette situation d'acculturation, c'est-à-dire qu'on se retrouve à devoir quelque part accepter ce que l'autre exige. Il y a comme une culture dominante sur l'autre. Donc, accepter ce que l'autre exige et devoir repousser ce qu'on a de la culture qui nous appartient. Est-ce qu'on peut dire qu'au final, puisque Ariane disait qu'il faudrait davantage d'espace d'échange pour parler de ça, malheureusement, il n'y a pas assez de partage de témoignages et des conversation très profonde là-dessus. Est-ce que ça voudrait dire qu'au final, peut-être celles qui ont vécu l'expérience avant, les quelques années derrière, n'osent pas aborder la question parce qu'elles sont déjà dans ce mouvement d'acculturation où elles repoussent un peu ces croyances-là ou ces traditions-là ou ces pratiques-là en ayant déjà comme intégrer les nouvelles, les pratiques qui existent avec la société dans laquelle elles se trouvent? Je peux répondre par rapport à ça? Mm-hmm. Moi, je pense la culturation, c'est comme ça que ça se dit, vient quand on ne connaît pas l'importance de notre propre culture. C'est à ce moment-là qu'on accepte très facilement les cultures des autres et on se donne aveuglément à celle-ci. Donc, ça revient à l'importance de connaître l'impact de notre propre culture, leur signification et je m'entends.
Alors maintenant, voilà, c'est mieux. Bonjour à tous. Alors, désolé pour ce petit incident technique. Nous sommes de retour avec vous. Nous étions bien lancés dans notre table ronde. Je trouve mes mots. Donc, je rappelle pour ceux qui arrivent, hein, nous étions depuis 1 heure, hein, on discute du maternage et des traditions, la place accordée Tout le monde apparaît maintenant, mais il n'y a pas de son. La place accordée aux rituels et aux traditions dans le cadre du maternage et l'éducation, les soins apportés à la mère ou à l'enfant. Donc, il y a eu plusieurs interventions, plusieurs commentaires partagés là-dessus. Vous étiez nombreux à nous suivre, vraiment désolé hein, de cette coupure. Présentement, nous étions dans la phase où nous portions nos commentaires sur les solutions. Qu'est-ce qu'il y aurait à faire? Quelle solution apporter pour réintégrer nos pratiques traditionnelles dans le maternage. Donc, on a déjà eu plusieurs interventions, notamment de la part de Olga, qui suggérait effectivement qu'il serait intéressant d'avoir une transmission intergénérationnelle entre les jeunes femmes qui sont interpellées par ces questions de rituels, ce retour vers les pratiques traditionnelles. Donc, une transmission intergénérationnelle entre celles qui détiennent le savoir et qui sont prêtes à transmettre à celles qui le souhaitent en créant des espaces d'échange, des espaces c'est ça, des espaces de communication vraiment, des canaux différents avec le virtuel actuellement, créer des groupes WhatsApp, répondre aux questions auxquelles elles se posent. Avec Ariane et aussi, on voyait que il serait important d'avoir des conversations très plus développées, très poussées pour discuter de ce genre de choses, pour des partages d'expériences aussi, et puis aussi pour un peu conscientiser et prévenir. Je crois qu'il y a un travail aussi de prévention à faire à ce niveau-là pour que on réintègre en fait ces pratiques-là parce qu'on se rend compte que la médecine traditionnelle a toujours été démonisée par la médecine mais normal là qui voit que l'utilisation des plantes ou bien les bains ou l'utilisation des feuilles pour soigner ne serait pas une médecine à considérer, mais on se rend compte avec notre contexte actuel de Covid, les plantes demeurent l'alternative pour pallier en ce moment à plusieurs la contagion et même pour soigner, prévenir la contagion. On était rendu avec Ornella et c'est là où on a eu notre bug. Alors, Ornella essaie d'aborder la question, non seulement on avait parlé déjà, elle avait déjà répondu sur la question des solutions, mais on parlait un petit peu de l'acculturation et c'est là la question au niveau de l'acculturation était de demander est-ce qu'effectivement on aurait est-ce que le fait qu'il n'y ait pas assez d'échanges, il n'y a pas assez de partage d'expériences, de profondeur dans les discussions, on se retrouverait avec celles qui n'osent pas aller plus en profondeur parce que peut-être elles sont déjà acculturées et elles considèrent que là, il est préférable de passer avec les pratiques qui existent par la société actuelle, la société urbaine dans laquelle elles sont. Alors, je laisse le mot à Ornella. Eh bien, Sabine, c'est comme je le disais déjà, c'est très important de connaître. Quand tu connais, tu parlais tout à l'heure de discussion. Il y a discussion quand une personne connaît et l'autre aussi a une autre information. Là, vous pouvez discuter sur un sujet. Mais quand tu ne connais pas ton identité, quand tu ne connais pas ta culture, une autre personne va te parler de sa culture que tu vas juste accepter. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est comme Maman Olga parlait du retour aux sources qui est très important, de se rapprocher de ces personnes qui connaissent afin de pouvoir maintenant se faire sa propre opinion. Parce que si tu n'as pas d'opinion, si tu n'as aucune connaissance, tu vas juste embrasser la culture étrangère sans pour autant, voilà, savoir si elle correspond vraiment à tes origines. Donc, ça englobe ce que Ariane et Maman Olga ont dit précédemment. Parfait. Si je peux me permettre. Vas-y, Ariane, vas-y.
Je pense aussi, ça c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé vraiment, je pense aussi à la question au niveau des professionnels de la santé. Je pense qu'il y a un travail à faire aussi à ce niveau-là. On parle aux États-Unis, ben ici aussi, en fait, en anglais, on parle de cultural competency. Donc, est-ce qu'on peut dire compétence culturelle, c'est-à-dire que les professionnels de la santé aient une base ou aient certaines notions ou aient cette sensibilité par rapport aux différentes cultures. Je pense que ça, c'est super important parce que je pense que le travail, justement, est à faire de part et d'autre. Oui, on a ce devoir de connaître nos origines, de connaître nos traditions, mais il y a aussi l'ouverture de l'autre qui est importante aussi. Parce que s'il n'y a pas d'ouverture, par exemple, si on donne naissance en milieu hospitalier, puis qu'il n'y a pas cette ouverture en milieu hospitalier pour qu'on puisse justement pratiquer ou avoir accès à nos rituels, ben on a beau les connaître, si on n'a pas cette ouverture, c'est très difficile d'y avoir accès ou de le faire, si je peux le dire comme ça. Donc, il y a aussi, je pense que c'est important que les professionnels de la santé soient formés un minimum pour pouvoir au moins être cette sensibilité. Tu sais, quand j'accompagne maintenant, je suis de plus en plus sensible à cette question. Je demande aussi aux personnes que j'accompagne, est-ce que dans votre culture, il y a des rituels où il y a des choses que vous aimeriez faire, puis qu'est-ce qui est mis à votre disposition, comment est-ce que c'est faisable? Mais je pense que c'est quelque chose qu'on devrait demander aux gens. Parce que souvent, c'est soit qu'on ne demande pas ou même on a des préjugés. Donc, c'est déjà l'accès ou la possibilité de pratiquer ces rituels ou ces traditions-là est bloquée. Donc, je pense que la responsabilité est double. OK. Oui, il y a une responsabilité de transmission, mais il y a aussi, dans le pays d'accueil, il y a aussi la responsabilité d'avoir cette ouverture-là. Donc, il y a un travail d'éducation à faire aussi auprès des intervenants de santé pour aussi comprendre les traditions des autres cultures qui vivent dans la société. Il y a ce travail-là à faire pour créer l'inclusion aussi, si on veut parler de vivre ensemble, ce serait aussi là, dans cette démarche-là. Est-ce que aussi on pourrait dire que pour celles qui ont le désir d'être mères, ça prend également qu'elles se réapproprient aussi leur corps et qu'elles prennent confiance en elles? Ariane, tu secoues la tête. Ben, définitivement, je pense que c'est aussi la base, de la même façon que Ornella disait, on doit connaître notre identité, on doit connaître nos traditions et tout, mais je pense que c'est de la même façon, c'est une question, oui, on connaît, donc il faut connaître son corps, mais il faut avoir confiance en son corps aussi. Et il faut être entouré de personnes qui ont confiance en notre corps, qui ont confiance en nos capacités, puis qui ont confiance aussi. On doit se faire confiance, on doit faire confiance à notre intuition, on doit faire confiance. Je pense qu'on a perdu un peu ça, de faire confiance non seulement à notre corps, mais à notre intuition. Je pense qu'on l'a tous en nous, mais il faut se faire confiance. Puis, on a beau se faire confiance, des fois, si les gens autour de nous n'ont pas cette confiance, ça peut être difficile. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à déconstruire, il y a beaucoup de choses à reconstruire et retourner à la source aussi. Donc, il y a beaucoup de travail, mais je pense que c'est faisable quand on a cette discussion, puis quand la ligne de communication est ouverte. J'entends aussi avec cette reprise de confiance du corps, je fais beaucoup allusion également à la déshumanisation de l'accouchement, par exemple, en milieu hospitalier où il y a
comment dire, l'accouchement programmé, déclenché. Il y a aussi les césariennes. Là. Il y a également l'isolement que peut vivre la mère. Des fois, même on sépare la mère de l'enfant quand l'enfant est né. On le met dans un autre espace. Il y a tout ça qui pour moi, rentre dans cet aspect de déshumanisation et qui empêche aussi aux femmes de se réapproprier aussi de leur corps. Il y avait quelqu'un d'autre qui voulait intervenir. Olga, peut-être. Oui. Il faut d'abord commencer par la prise de conscience. Il faut que les gens qui voyagent, qui vont à l'étranger, les Haïtiens, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Marocains, il faut d'abord ce désir manifeste de pouvoir retourner et rester souché. Et ce désir-là n'est pas dans la majorité des cas. On a tendance à s'acculturer, on a tendance à tout absorber de l'autre et on est là et on subit la pression, on subit la vie et on subit les traditions et les coutumes des autres. L'exemple, par exemple, aux États-Unis, les Chinois ont des hôpitaux pour Chinois. Ils se sont organisés et des Chinois vont accoucher dans des endroits où des Chinois les prennent en charge. Et malgré que les lois américaines sont très strictes là-dessus, mais ils le font. Il faudrait que ces peuples-là qui sont à l'extérieur s'organisent et manifestent dans leur façon de s'organiser, manifestent ce besoin d'être encore connectés à leur identité. Et pareil pour les Juifs, il y a des hôpitaux juifs où ils savent qu'on ne doit pas leur donner de sang. Ils savent qu'on ne doit pas, il y a des choses qui ne se font pas le samedi, et ainsi de suite. Il faudrait que les différents peuples dans les communautés développées s'affirment aussi et ne se laissent pas ainsi envahir par la culture et les façons de faire qu'ils trouvent sur place. Et il faut questionner, il faut re-questionner. Et il faut d'abord ce besoin de s'identifier, de s'affirmer. Et à partir du moment que vous avez cette conscience et ce besoin, il y a des livres, il y a des YouTube, il y a un peu de tout. Il suffit de faire des recherches. Et sur la médecine traditionnelle, par exemple, il y a plein de YouTube et de différents ethniques, de différents peuples, Faites des recherches, affirmez-vous d'abord. Je partage quand même l'opinion d'Ariane aussi, qui disait que c'était aussi important. C'est bien que nous, à notre niveau, nous conscientisons et que nous prenons conscience de nos souches, de nos racines, mais que c'était aussi important qu'il puisse y avoir, que ce soit bilatéral, que le personnel soignant soit aussi apte à pouvoir réceptionner des cultures différentes. Voilà, je crois que en fait, mais c'est tout à fait d'accord, Ludmila, que si nous-mêmes nous ne sommes pas dans la capacité de bien identifier qui nous sommes, comment pourrons-nous même pouvoir être nos propres avocats auprès du corps médical pour pouvoir demander en retour le respect, parce que je crois qu'en fait, qui veut du respect s'en procure. C'est aussi important que si nous voulons nous faire respecter, si nous voulons être accueillis en tant que personnes tout à fait entièrement de la nation, mais quand même entièrement à part par nos origines, c'est aussi important que nous-mêmes nous ayons conscience de nos propres origines. Parce que c'est très difficile de lutter contre
toute une institution. Moi, je me rends compte que même au niveau médical, par exemple, j'organise des congrès, j'organisais un colloque sur le diabète, par exemple, chez les ultramarins, mais en particulier chez les Afro-Caribéens. Il m'a été répondu quand j'ai convoqué la presse m'a dit, mais ça ne nous intéresse pas parce que ça ne nous concerne pas. Or, quand on regarde les statistiques en France, les personnes qui ont des problèmes de diabète, ce sont les Afro-Caribéens et les Maghrébins. Mais comme on n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques en France, donc on nous fait croire qu'il n'y a pas ces problèmes, mais si tu ouvres la porte d'un service de diabétologie, eh ben, tu n'as que des personnes colorées dans le service, c'est soit des Noirs, soit des Arabes. Donc, c'est très compliqué parce qu'il y a une forme d'hypocrisie parfois des pays qui accueillent de ne pas vouloir reconnaître que l'autre a sa propre culture. Et c'est vrai que si nous-mêmes, nous ne sommes pas suffisamment forts pour le dire, comment pouvons-nous être écoutés? Écoutez, il y aurait tant à dire, il y aurait tant à dire. On est déjà rendu à 15h30. Notre table ronde avait pour durer 1h30. C'est sûr, on n'a pas tout couvert. Mais l'important que je retiens de nos échanges, c'est que il faut revenir vers nos pratiques traditionnelles. Il faut retourner vers la source. Il faut revoir notre médecine traditionnelle. S'intégrer ne signifie pas qu'il faut abandonner ses traditions, ni ses rites, ni ses pratiques si on n'est plus dans son pays d'origine. Mais c'est plutôt adopter un style de vie qui permette de conserver sans que cela nous empêche de vivre en communauté avec les personnes avec qui nous sommes, qui ont d'autres rites, d'autres pratiques ou d'autres traditions que nous. Mais c'est aussi pouvoir participer à à cette réappropriation de nos sociétés. Parce que on l'a vu, il n'y a pas de livres. Bon, il y en a quelques-uns, mais comme dit Olga, les livres sont pas trop distribués parce que comme ça fait affaire avec la médecine traditionnelle, il y a des confessions religieuses qui démonisent ce qui est ces recettes-là qui existent en disant que c'est pas approprié. Donc il faut aller trouver les personnes qui ont la connaissance, ce savoir-là, les rencontrer. Il faut amener cette vulgarisation de l'information pour que tout le monde y ait accès et ça appartient à chacun de décider s'il veut s'en approprier ou pas. Maintenant, on est conscient que la pratique du maternage telle qu'elle existe dans nos sociétés, elle est de plus en plus, la pratique du maternage proximal, on s'entend, hein, puisque c'est celle-ci qui nous concerne, elle est beaucoup plus bénéfique et elle vient amener l'individu finalement à se questionner sur son identité, sur son rôle à jouer auprès de sa communauté et de tout simplement revenir vers ce qui est l'essentiel. Alors, est-ce que vous auriez un dernier mot de fin parce qu'on va s'arrêter là? Il y a eu quelques questions posées quand même, mais c'était plus pour savoir où trouver les livres. Alors, Olga, tu dis qu'il y en a en Haïti, mais là, on est à Montréal. Il y en a qui nous suivent qui sont en France. Il y en a sur Amazon. Il y en a sur Amazon. Je vais vous envoyer tout ça. Il y en a sur Amazon. Et donc, je vous enverrai, je t'envoie tout ça, Sabine, et toi, tu feras la distribution. Parfait, parfait. Alors, le mot de la fin, on fait un dernier tour d'écran. Bah, moi, je vais dire déjà merci, Sabine. Et je voudrais dire aussi qu'il ne faudrait pas qu'on oublie qu'on est dans un monde digital. Alors, tout ce dont on a parlé, si c'est possible de l'appliquer de façon aussi digitale, ce serait vraiment bénéfique. Aujourd'hui, par exemple, il y a le Covid. C'est très difficile de sortir, se rendre dans d'autres endroits, rencontrer justement des professionnels ou bien des personnes qui s'y connaissent dans le domaine. Donc, des rencontres comme celle-ci, Sabine, franchement, on en veut beaucoup plus. Beaucoup plus. Avoir aussi des e-books, par exemple, des books online où on peut apprendre justement
tout ça, ce serait très, très, très bénéfique pour les communautés afro-africaines, afro-caribéennes qui vivent à l'étranger. Très bien. Docteur Séjean? Eh ben, je voulais non seulement remercier Sabine, et puis je voulais vous remercier toutes parce que j'ai beaucoup aimé, même si nous sommes chacune sur des territoires différents, eh bien, j'ai senti une belle osmose je vais dire que les ondes hertziennes, eh ben, ça fonctionne quand même parce que vous n'êtes pas là, mais je sens toute votre chaleur et vraiment, je voulais vous remercier et souhaiter à Ariane qui vient d'avoir son petit bébé là que ça se passe très très bien puisqu'elle est en plein dedans là dans le maternage. Voilà. Ariane? Mais merci, merci Sabine, merci à toutes. Ça fait du bien en fait d'avoir ces partages, surtout justement dans le contexte actuel, COVID, confinement, puis nouvelle maman. Donc, donc, merci beaucoup. Puis, je dirais que oui, si je peux me permettre, par rapport au livre, on a juste à Montréal, on est chanceuse, on a la librairie Racine, donc je pense que c'est aussi comment demander, justement. On peut demander que ces livres nous parviennent à travers des librairies. Là, je pense que ça vaut la peine parce qu'on a besoin de ce savoir, on a besoin de ces connaissances. Puis Sabine, tu disais de se réapproprier puis de retourner aux sources, mais c'est pas juste une question de retourner, je pense que c'est une question de conserver puis de préserver justement cet héritage. Donc, comment on fait ça? Mais oui, merci beaucoup. Je pense que on avait besoin de cette discussion puis on a besoin de continuer. Olga? Bon, Sabine, mille merci de m'avoir ôté de ma taverne, de ma case heureuse à la montagne pour venir en ville et participer avec vous. Pas vrai? Et je vous promets de faire le suivi et de vous envoyer des liens et des livres, des noms de livres, mais aussi ce que je voudrais attirer l'attention. Et quand j'étais à Montréal, il y a des livres que je voulais avoir. Eh bien, j'allais dans toutes les librairies. Je m'entendais avec des amis et je leur disais, nous allons dans la librairie, nous allons demander le livre. Ils vont nous dire qu'ils ne l'ont pas, mais à force de le demander, ils finiront par se renseigner. Donc, c'est une technique que je vous donne. Et réclamez, si vous avez des livres qu'il vous faut, allez dans les librairies et entendez-vous avec d'autres comme vous et allez faire la pression pour qu'ils vous mettent ces livres à la disposition. Mm-hmm. Alors, merci vraiment à toutes d'avoir été disponibles pour cet échange. Vos analyses, vos témoignages, commentaires ont enrichi cette table ronde et nous avons été suivis, même s'il y a eu cette petite coupure, mais ça a été une discussion très importante qui nous ramène vers ce rôle de transmission, ce rôle de préservation de la mémoire, et aussi donc de réveiller les consciences finalement aussi sur ce qui est essentiel dans nos identités africaines et afro-caribéennes. Alors, merci encore à tous vous qui nous avez suivis à cette table ronde. Je rappelle que Femmes et Traditions s'intéresse à la mémoire des femmes, défend et promouvoit son image comme vecteur de transmission culturelle et célèbre la force d'âme des femmes autour de l'identité. Donc, nous mettons fin à cette table ronde, mais vous avez d'autres activités qui sont inscrites dans la programmation du mois de l'Histoire des Noirs pour Femmes et Traditions. Donc, ça va être la semaine prochaine, notre prochain rendez-vous. Nous serons en présence d'Ornella pour des rencontres samedi 20 en matinée. Vous verrez l'information sur notre page Facebook. Il y a une page et la page d'événements pour l'activité de l'après-midi qui sera les aventures avec Foufoulou et Jojo, des dessins animés qui seront visionnés avec les enfants. Venez vous regarder, connectez-vous du moins avec vos enfants. Il y aura un petit bonus sur une réalisation que Ornella est en train de créer. Je vous en dis pas plus, vous allez découvrir cela samedi prochain. Mais soyez là parce que ça vaut la peine. Et en plus, c'est inscrit comme activité coup de cœur dans la programmation du mois de l'Histoire des Noirs, les aventures de Foufoulou et Jojo. Alors, on vous y attend. Et en soirée, nous aurons un spectacle de danse fait par des enfants pour des enfants qui vont danser
danser, chanter le Grouka, qui est une danse traditionnelle de la Guadeloupe. Donc, c'est un spectacle d'une heure avec l'association Liberté en Guadeloupe. Alors, vous serez les bienvenus. Alors, merci à toutes et on vous dit au plaisir et à bientôt. À bientôt. À bientôt.